Super. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence de l'ADI avec l'URSSAF. Donc, pour les personnes qui sont des habitués, vous savez que l'ADI aime organiser des webconférences sur plusieurs thématiques. Voilà. Et donc, qui sont animées soit par des bénévoles, soit par nos salariés, ou encore mieux par des experts, des partenaires, donc comme l'URSSAF. Et donc aujourd'hui, c'est avec Alban Lambert de l'URSSAF qui va animer justement cette webconférence sur l'accompagnement en début d'activité. Donc bienvenue et n'hésitez pas à nous dire, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que, du coup, vous êtes des habitués de cette des webconférences ADI? Donc c'est un plaisir, d'être avec vous aujourd'hui. Un grand merci Alban. Merci beaucoup pour, d'animer ces webconférences avec nous. Alors, je regarde un peu. Super. Bah, les habitués, certaines personnes pour, la première fois. Super. Ah, super. 4e webconférence cette semaine. Incroyable. Ah ben c'est super. C'est un vrai plaisir. Donc, Alban, je te laisse, te présenter avant qu'on entre un peu, dans le vif du sujet. Merci. Donc, je suis Alban Lambert. Je suis chargé de la relation client à l'URSSAF Île-de-France. Et donc, pendant 1 heure et demie, je vais vous présenter. Alors, l'accompagnement en début d'activité, ça va être assez vaste, puisque je vous mets ici le sommaire de tous les thèmes qu'on va aborder ensemble. Alors, pas de panique, on vous enverra cette présentation. Je ne sais pas, Winnie, tu l'enverras, je pense, dans la journée, ou dans les jours qui viennent. Donc, cette présentation, on vous l'enverra et elle sera accompagnée des liens les plus importants que vous verrez apparaître dans la présentation. On vous renverra aussi ces liens. Donc, quels sont les thèmes que nous allons aborder? Je vais d'abord vous présenter les grandes missions de l'URSSAF, puis on verra le statut juridique, le régime fiscal et le régime social en création d'entreprise. Vous verrez que ces 3 éléments sont fondamentaux et ils sont liés, interconnectés, on va dire. Nous verrons les formalités d'entreprise à effectuer, puis nous aborderons le statut particulier de l'auto-entrepreneur, d'une part, et le régime réel, d'autre part, sachant que dans le régime réel, il y aura 2 catégories bien distinctes, les TNS, les travailleurs non salariés, et les assimilés salariés. Ensuite, nous verrons la protection sociale, qui va dépendre des cotisations que vous allez verser selon aussi votre statut. On fera un petit récap des dates clés, et puis je vous présenterai les services d'accompagnement, les services et l'accompagnement, et enfin, les contacts pour contacter directement l'URSSAF. Super, c'est un super programme. Merci Alban et donc avant même de voir, du coup tous ces points-là, on va vous aussi vous f enfin je vais vous faire une petite, présentation, de l'ADI, de nos missions. Je vois que certaines personnes participent au programme, justement d'événements puisque, c'est notre semaine de campagne, c'est-à-dire, d'habitude on organise déjà des webconférences, des ateliers en physique, mais là c'est vraiment une grosse semaine de campagne où on organise plus de 400 événements dans toute la France, à la fois dans l'Hexagone, en outre-mer. Donc, Alban et moi, nous sommes à Paris, mais et là, je vois que vous êtes vraiment partout en France, donc c'est super. Et donc, on a des webconférences, encore plus de webconférences, encore plus d'ateliers en physique. Donc, n'hésitez pas à aller sur, comme vous le faites, sur notre site pour voir toute la programmation. Et pour les personnes qui participent pour la première fois et qui ne connaissent pas encore l'ADI, donc déjà moi, j'ai oublié de me présenter, comme ça s'affiche adi.org, donc je ne m'appelle pas adi.org. Donc moi, c'est Winnie, je suis chargée de projet à l'ADI et donc nous sommes une association qui existe depuis 35 ans et qui est reconnue d'utilité publique. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est on défend l'idée que chacun peut entreprendre grâce à un accompagnement personnalisé et à un financement. Voilà. Donc, notre réseau de spécialistes qui est vraiment présent partout en France finance et accompagne des créateurs, mais aussi des entrepreneurs pour faire en sorte qu'il y ait une économie beaucoup plus solidaire et responsable.
Et pour avoir une ordre d'idée, bah, du coup, l'ADI, c'est plus de, l'année dernière, c'est plus de 27 000 entrepreneurs, financés. Et nous avons plus de 180 agences, 180 antennes, des permanences partout. Et enfin, le travail que nous réalisons, c'est vraiment grâce aux 800 salariés, 1 200 bénévoles spécialistes dans la création d'entreprises, et bien sûr, c'est grâce à tout l'écosystème, de partenaires qui existent, qui voilà, enfin, ces partenaires qui sont là pour nous aider à vous apporter, une offre d'accompagnement, beaucoup plus complète et de qualité, comme l'Urssaf. Voilà. Donc, bah, du coup, je passe la parole, à Alban pour, rentrer dans ce sujet-là qui qui rassemble autant de personnes. Alors avant de démarrer, encore deux petits points juste pratiques. Je vous ai présenté ici les thèmes. Après chaque grand thème, je ferai une petite pause question. J'essaierai de regarder dans le chat les questions et y répondre. Et puis j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui sont en outre-mer. Alors attention, hein, cette présentation-là, elle concerne la métropole. On fera une présentation dédiée à l'automne, hein, me semble-t-il, spéciale outre-mer. Donc, tout d'abord, les missions de l'Urssaf. Et nous avons 3 grandes missions de l'Urssaf. La première, la principale, c'est d'assurer le financement de la protection sociale. En effet, les employeurs pour leurs salariés et les travailleurs indépendants, hein, quel que soit le statut, qui sont leurs propres employeurs, vont verser des cotisations sociales par rapport aux revenus perçus. Et ces cotisations sociales, qu'encaisse l'Urssaf, l'Urssaf le reverse le jour même à tous les organismes qui versent des prestations. Alors, il y en a 900, hein, mais les principaux, on va le voir, eh bien, ça va être les organismes pour la retraite, pour la santé, pour la famille ou pour le chômage pour les salariés. Donc, c'est ce rôle de financement entre les cotisations versées et les droits qui vont être ouverts en protection sociale. Deuxième grand rôle, ça va être de garantir les droits sociaux, l'équité entre les acteurs économiques. Eh bien, ça passera, entre autres, par des contrôles pour vérifier évidemment si tout le monde joue le jeu. Et puis, le troisième rôle, qui est moins connu, qu'on a beaucoup développé ces dernières années, c'est l'accompagnement des employeurs et des entrepreneurs tout au long de la vie de l'entreprise. Hein, donc, c'est dès le démarrage, hein, lors de la création d'un projet, avant même l'immatriculation, pendant la période de début d'activité, puis en rythme de croisière tout au long de la vie de l'entreprise. On sera à disposition des indépendants, des employeurs ou des indépendants, pour les aider, les aiguiller, pour leur éviter le maximum de difficultés, en tout cas sur les missions qui nous incombent. Pour avoir une cartographie, eh bien, l'Urssaf est organisée de façon régionale, donc il y a des Urssaf régionales. Alors en Île-de-France, on a quand même une partie importante de nos usagers, donc on a 9 agences, mais c'est quand même une organisation régionale. Pour vous donner quelques chiffres, je vous disais donc l'Urssaf au cœur du système de protection sociale, on récolte des cotisations auprès de 25 millions de salariés, donc versés par les employeurs, 10 millions d'employeurs et d'entrepreneurs. Les entrepreneurs donc versent leurs propres cotisations et on le redistribue à 880 organismes, donc je l'ai dit, principalement de maladies, retraite, famille et chômage. Alors, la répartition des cotisations sociales, et d'ailleurs, on a développé un lien qui s'appelle « À quoi servent les cotisations sociales ?» que vous retrouverez dans ce qu'on vous enverra à l'issue de cette présentation. Ici, c'est pour vous donner aussi un ordre de grandeur, d'abord des chiffres et de la répartition par rapport au risque. Donc, en 2022, l'Urssaf a recouvert 848 milliards d'euros. C'est approximativement, un tout petit peu moins, mais approximativement 25% du PIB de notre pays. Donc, ça représente une part très importante, la protection sociale. Et on voit qu'à l'intérieur de ces 850 milliards, eh bien, les deux parties les plus importantes, la première, ça va être la santé, 44%, et la deuxième, la retraite, 28%. On voit qu'à ces deux postes représentent pratiquement les 3/4 de la protection sociale en France, puis vient l'assurance concernant la famille, l'assurance chômage pour les salariés, puis ensuite d'autres risques qui sont moins importants, en tout cas en termes de volume.
Donc sur ce site, à quoi servent les cotisations? Eh bien, on vous donne des exemples pratiques du quotidien pour, faire ce lien entre, les cotisations et l'ouverture des droits, qui n'est pas forcément toujours évident parce que c'est des questions qu'on nous pose assez régulièrement. Pourquoi je cotise ou quels sont mes droits? Eh bien, on le reverra aussi un petit peu plus loin dans la présentation, mais voilà, une opération, un congé maternité, une retraite, eh bien tout ça, ça rentre, le financement, se fait, par le biais des cotisations qui sont versées. Alors on va maintenant ouvrir, une partie, très importante qui va être la présentation des statuts juridiques, du régime fiscal de l'entreprise et ces 2 points vont déterminer le régime social du dirigeant. En ce qui concerne le statut juridique, de l'entreprise, alors vous allez, avoir un certain nombre de choix. On a mis les 5 principaux avec, un code couleur, tout d'abord, selon si vous serez seul ou plusieurs lors de votre, création, parce que si vous êtes seul ou plusieurs, vous n'aurez pas les mêmes statuts juridiques, à disposition. Donc ça va être une première lecture et la deuxième lecture, ça va être que selon le statut juridique que vous aurez choisi, vous appartiendrez soit à la famille des TNS, des travailleurs non salariés, ou à celle des assimilés salariés. Et on verra qu'il y a des similitudes, mais il y a aussi pas mal de différences. Alors la première similitude, c'est que dans les 2 cas, on va être indépendant dans le sens où on va être son propre employeur. Mais on verra qu'en termes de cotisation et même de droits, il va y avoir des différences. Donc, premier cas de figure, si on est seul, eh bien, le plus simple, entre guillemets, ça va être l'entreprise individuelle. Donc ça, c'est un statut juridique où l'entreprise et la personne physique, c'est-à-dire vous, le dirigeant, ne sont qu'une seule et même personne. Donc c'est une entreprise individuelle. Par définition, on ne peut aussi en avoir qu'une, on ne peut pas en avoir plusieurs, puisque c'est soit en tant que personne. Et à l'intérieur de l'entreprise individuelle, il y aura 2 régimes fiscaux différents qu'on va aussi détailler, soit le régime réel avec une comptabilité réelle, soit le régime de l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, mais avec un régime fiscal particulier qui sera celui de la micro. Toujours si on est seul, on pourra, là, en société, créer une société, une URL où on aura aussi la qualité, en tant que gérant associé unique de travailleurs non salariés. Et enfin, en SARL, alors c'est un petit peu comme l'URL, mais on est plusieurs, au moins 2 au capital social. Si on est gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance, en cogérance par exemple, eh bien on sera aussi travailleur non salarié. Donc ça, c'est la famille des travailleurs non salariés, c'est la première colonne en orange. Les entrepreneurs individuels, qu'ils soient au réel ou qu'ils soient en auto-entreprise, les EURL et les gérants majoritaires ou collèges de gérance de SRL. Et puis la deuxième catégorie, ce sont les assimilés salariés, où on va trouver très principalement les présidents de SASU, s'ils sont seuls, ou SAS si on est plusieurs, président directeur, mais aussi, plus à la marge, mais ça existe aussi, les gérants minoritaires ou égalitaires de SRL. Vous avez un autre site qui est très intéressant, qui est mon-entreprise.urssaf.fr, parce que vous allez pouvoir avoir des présentations de ces statuts, choisir son statut. Il y aura aussi beaucoup d'autres choses d'ailleurs sur ce site avec les simulateurs pour vous permettre de choisir le meilleur statut juridique. Alors en rappelant ici qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais statut juridique, bien évidemment, si tout le monde choisirait le même, il y a des statuts juridiques qui s'adaptent mieux à sa situation, bon déjà si on est seul ou plusieurs, mais à son projet et à sa situation personnelle, sachant que ça peut évoluer évidemment dans le temps et on peut changer de statut en cours de route. Le deuxième point, ça va être le régime fiscal de l'entreprise, et là, 2 cas de figure. Le régime fiscal soit de la micro-entreprise, donc ça va concerner donc les auto-entrepreneurs. Régime fiscal de la micro-entreprise voudra dire qu'on n'aura pas de comptabilité réelle, et donc on ne pourra déduire aucune dépense, aucune charge, aucun frais. Donc ça va être adapté aux activités où il y a très peu de dépenses pour exercer. Et si on a des dépenses assez importantes ou très importantes, eh bien là, il sera nécessaire d'opter pour le régime réel, ce qui voudrait dire en comptabilité réelle. Au régime réel, il y aura 2 options fiscales, soit l'IR, l'impôt sur le revenu, soit l'IS, l'impôt sur les sociétés.
Aujourd'hui, hein, depuis quelques années, ça a été assoupli. On peut opter pour l'un ou l'autre, quelle que soit la forme juridique, bon, sachant que très majoritairement, de fait, les entreprises individuelles vont être à l'IR, avec des possibilités particulières d'opter pour l'IS, à voir s'il y a un intérêt ou pas. Et en revanche, les sociétés sont de fait normalement à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Comme je vous l'ai dit en introduction, le statut juridique et le régime fiscal vont déterminer le régime social du dirigeant. Et là, on aura donc 3 grands cas de figure. L'auto-entrepreneur, on l'a mis à part, même si, en réalité, il fait partie de la famille des travailleurs non salariés, mais avec tellement de spécificités qu'il est une catégorie à lui tout seul, on pourrait dire. Donc, l'auto-entrepreneur, c'est un statut avec donc le régime fiscal de la micro-entreprise, qui est ouvert aux commerçants, artisans, professions libérales non réglementées ou relevant de la CIPAV. Attention, il y a quand même des activités où on ne peut pas être auto-entrepreneur, comme les activités libérales réglementées, comme les avocats, les médecins, ou les activités agricoles. Comme c'est un régime où il n'y aura pas de comptabilité réelle, tout sera basé sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les recettes, sans aucune déduction. On va devoir déclarer tout ce qu'on encaisse, sans pouvoir déduire de charges. Et on verra aussi dans le détail qu'il y aura des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Il y aura aussi un autre seuil très important à connaître qui sera la franchise de TVA, que je vous détaillerai, ne vous inquiétez pas, dans la partie auto-entrepreneur. Donc ça va être la première catégorie. Deuxième catégorie, intermédiaire, entre guillemets, ça va être les travailleurs non salariés, les TNS, mais au régime réel, avec une comptabilité réelle. Donc ça sera les entrepreneurs individuels, mais qui ont une comptabilité réelle, ou les gérants d'EURL ou de SRL majoritaire ou co-gérant majoritaire. Donc dans cette catégorie intermédiaire, là en vert, la colonne du milieu, les travailleurs non salariés, même chose, un ouvert, commerçant, artisan, profession libérale, non réglementé ou réglementé. On va avoir un statut non cadre. Les cotisations vont être basées sur le revenu net, du coup, puisqu'on aura une comptabilité réelle qui sera différente. On aura 2 possibilités selon le régime fiscal de l'entreprise. Hein, comme je vous l'ai dit, vous voyez, ça impacte le régime social. Si l'entreprise est à l'IR, l'impôt sur le revenu, eh bien, ça sera le bénéfice qui sera la nature du revenu du dirigeant, et donc qui servira de base de calcul à ses cotisations et à ses droits. Et si l'entreprise a opté pour l'IS, l'impôt sur les sociétés, c'est la rémunération du gérant, donc qui n'est plus le bénéfice de l'entreprise, qui servira de base de calcul aux cotisations et aux droits. Troisième catégorie, ce sera les assimilés salariés. Alors, dans assimilés salariés, on a évidemment salarié, donc il y a des similitudes avec un salarié, surtout sur la nature du revenu. Le revenu sera un salaire, avec une part patronale, une part salariale. Mais néanmoins, on n'est pas un salarié sous contrat avec un employeur, on sera son propre employeur, donc c'est pour ça qu'on est assimilé, avec donc des points en commun avec les travailleurs indépendants. Néanmoins, les cotisations seront plus importantes, mais on le verra avec une protection sociale qui est aussi plus riche. En ce qui concerne les formalités d'entreprise, il y a eu une grande réforme début 2023, donc depuis 1 an et demi, qui a vu la création du guichet unique qui est géré par l'INPI. Donc le lien, et on vous l'enverra, c'est formalités.entreprise.gouv.fr. Toutes les formalités d'entreprise doivent aujourd'hui passer par ce guichet unique, que ce soit pour les créations, les modifications, les radiations ou les dissolutions pour les personnes morales. Eh bien, on repasse systématiquement par ce guichet unique. Et l'intérêt ici, c'est que le guichet unique va enregistrer donc votre formalité de création, par exemple, et l'envoyer automatiquement à tous les organismes concernés par cette création. En premier lieu, l'INSEE, hein, qui va vous délivrer un SIRET, l'URSSAF, le Centre des impôts, la Caisse retraite, la Caisse maladie. Et d'ailleurs, suite à cette formalité d'immatriculation auprès de l'INPI, vous recevrez très rapidement votre numéro de SIRET. Alors, le numéro de SIRET, il est souvent évoqué. Il faut savoir de quoi il est composé, parce qu'il est composé comme de 2 choses bien différentes. Il est composé de 14 caractères, mais du SIREN, qui sont les 9 premiers chiffres, et cela ne change jamais. C'est-à-dire, quand vous immatriculez une entreprise, si c'est une entreprise individuelle, ça sera rattaché à vous en tant que personne. Ces 9 chiffres resteront jusqu'à la radiation de l'entreprise. Si vous recréez une entreprise individuelle, ça sera les mêmes 9 chiffres qui vont ressortir, puisque ça sera toujours rattaché à vous en tant que personne.
Donc les 9 premiers chiffres. Et les 5 derniers chiffres qui sont le NIC. Alors c'est l'identification d'établissement liée en fait à la localisation géographique de l'entreprise. Donc, si on change le siège de l'entreprise, eh bien, les 5 derniers chiffres vont changer, ce qui va donc changer le SIRET, mais lui, le SIRET ne changera pas. Donc, vous recevez très rapidement votre SIRET, ce qui va vous permettre d'exercer et de facturer, et d'encaisser du chiffre d'affaires. Une attestation d'affiliation à la sécurité sociale, donc ça, vous aurez tous les logos des organismes qui vous permettent de savoir que bien, le flux et l'information de votre immatriculation est bien parti auprès des organismes. Une attestation d'affiliation à l'URSSAF, là en particulier, alors qui va prendre en moyenne 4 semaines après votre immatriculation auprès du guichet unique, et un document aussi à compléter de la part des impôts, alors principalement pour les taxes à venir, en l'occurrence la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Alors, avant de passer plus en détail sur le statut de l'auto-entrepreneur, je regarde si, Euni, peut-être que tu peux aussi Oui. me dire s'il y avait quelques questions. En tout cas, avez-vous des questions en particulier sur cette partie statut juridique, régime fiscal et régime social du dirigeant? Je n'ai pas Il y a vu de quelques questions questions. particulières. Ah, Alors, si, oui. oui. Il y a quelques petites questions. Ouais. Alors déjà, il y a faut-il avoir un expert comptable pour gérer la comptabilité de l'entreprise que l'on crée? Alors, si vous êtes auto-entrepreneur et qu'il n'y a pas de compta, donc là, la réponse est évidente, non. Si en revanche, vous êtes au régime réel et qu'il y a une comptabilité réelle, bah là, il sera pratiquement indispensable d'avoir un comptable, à moins d'avoir des compétences comptables soi-même et d'être capable de faire une comptabilité et de sortir un bilan. Mais sinon, au régime réel, il faudra avoir un comptable. Alors, je vois une question qui est très intéressante pour bien redéfinir les termes. On me demande que veut dire travailleur non salarié si on ne prend pas de salaire. Alors, je vais revenir sur le slide pour qu'il n'y ait pas de confusion. Travailleur non salarié ne veut pas dire qu'on ne prend pas de salaire. C'est un statut, ça veut dire que la nature du revenu n'est pas un salaire. Mais on a évidemment un revenu, vous voyez dans la colonne du milieu, le revenu sera soit le bénéfice de l'entreprise, soit la rémunération en tant que gérant. Si on est EURL ou SRL, on ne prend pas de salaire, mais on peut prendre de la rémunération. Quand même le but, quand on crée une entreprise à moyen terme, ça sera quand même de gagner de l'argent. En revanche, la nature du revenu salaire ne concernera que les assimilés salariés, c'est-à-dire les dirigeants en SAS ou en SASU. Donc, travailleurs non salariés. Les auto-entrepreneurs, d'ailleurs, sont aussi des travailleurs non salariés, mais avec le régime spécial, je l'ai dit, où là, ça sera le chiffre d'affaires. Donc, bien évidemment, on est travailleur non salarié, on va pouvoir prendre du revenu qui ne sera pas du salaire, mais qui sera ou du bénéfice ou de la rémunération. Est-ce qu'on avait encore Oui, une oui, question? on en a pas mal. Ouais, Heu, vas-y. il y a pourquoi différencier auto-entrepreneur et TNS si l'auto-entrepreneur est un TNS? Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai pour que vous fassiez bien la différence entre les deux, parce qu'effectivement, l'auto-entrepreneur, certes, est un TNS, mais il y a tellement de différences entre le régime micro, donc auto-entrepreneur, et le régime du réel, toujours des TNS, qu'on les présente séparément pour que qu'il y ait le moins de confusion possible et que vous ne emmêliez pas les pinceaux entre les deux. Mmh. Alors, existe-t-il un statut cadre slash non cadre en micro-entreprise pour les cotisations? Non. Mmh. Effectivement, quand on va parler de niveau cadre, ça concernera d'ailleurs principalement la retraite complémentaire ou la prévoyance. Ça sera que sur les statuts d'assimilés salariés avec des cotisations qui vont être beaucoup plus élevées. J'y reviendrai tout à l'heure, 80% de cotisations. Donc, c'est pour ça qu'on le présente comme ça. L'auto-entrepreneur va avoir des cotisations, alors certes sur le chiffre d'affaires, mais quand même plus faible, surtout s'il a peu de frais. Le TNS classique au régime réel va avoir des cotisations intermédiaires, un peu moins de 50%. L'assimilé salarié, oui, il aura un statut de cadre, mais avec des cotisations beaucoup plus élevées. Mais par rapport à votre question, on ne peut pas, si on est auto-entrepreneur ou même TNS au réel, il faudra, pour atteindre ce niveau, prendre des complémentaires privés, mais à titre obligatoire. À l'URSSAF, vous ne pourrez pas monter vos cotisations, elles seront calculées sur votre revenu. Alors, j'ai vu aussi une autre question. Peut-on créer plusieurs... Alors, la question exactement, c'est différentes activités et faut-il créer plusieurs micro-entreprises? Alors, j'ai déjà un peu répondu, mais je reprécise.
on ne peut pas créer plusieurs micro-entreprises puisque l'auto-entreprise est une entreprise individuelle, hein, je le remets sur ce tableau. Donc, comme son nom l'indique, on ne peut en avoir qu'une. On peut en revanche exercer plusieurs activités où là, il faudra, dans la déclaration initiale, si c'est dès le démarrage, ou dans une modification, si c'est en cours de route, faire une adjonction d'activités ou déclarer une activité principale et une activité secondaire, voire même une activité tertiaire. Alors je vois la déclaration à l'INPI est valable quel que soit le statut? Heu, Oui, absolument. Aujourd'hui, il faut passer impérativement par le guichet unique pour toutes vos formalités. Parfait et existe-t-il une solution pour le statut artiste créateur de bénéficier d'un statut assimilé salarié? Artiste-auteur, c'est un statut particulier, donc là, on n'aura pas le statut, on ne sera pas ni en SS ou en SASU. Je renverrai un lien sur ce sujet parce que c'est un statut qui est encore à part. OK et alors il y a aussi est-ce que la CFE est-elle due par tous les autres entrepreneurs? Oui, alors ça, c'est un sujet, ça va justement me permettre d'enchaîner, puisque c'est un sujet que je vais évoquer dans la partie auto-entrepreneur. Là, c'est vraiment une présentation générale sur Ouais. la partie juridique, fiscale et sociale. On va rentrer, et je vais répondre à cette question, ne vous inquiétez pas, on va rentrer plus dans le détail, et là, je vais détailler le statut de l'auto-entrepreneur. Donc, l'auto-entrepreneur, rappelle, entreprise individuelle, mais sous le régime fiscal de la micro. Régime fiscal de la micro voudra dire qu'on sera soumis à des plafonds de chiffre d'affaires selon la nature de l'activité. Si on est en activité d'achat-revente de marchandises, il y aura un plafond à 188 700 euros. Si on est en activité de prestation de services, BIC ou BNC, il y aura un plafond à 77 700. Attention, ça, ce sont des plafonds pour une année civile complète. Donc, quand on commence une activité en cours d'année, là, par exemple, on est en juin, on est pratiquement à la moitié de l'année, eh bien, il y aura un prorata entre la date, le nombre de jours entre la date de l'immatriculation et le 31 décembre. On vous a pris un exemple en bas à noter. Une activité qui a commencé le 1er mars 2024, on compte le nombre de jours, il y en a 306 qui restent, on proratise à 365, et si on est en prestation de service, le chiffre d'affaires maximum à ne pas dépasser ne sera pas de 77 700, mais il sera de 65 140. Donc il faut faire cette règle de 3 pour connaître en auto-entrepreneur le plafond du chiffre d'affaires à ne pas dépasser en première année proratisée. Et puis au 1er janvier de l'année suivante, puisqu'au 1er janvier, on va repartir sur une année fiscale, eh bien là, on a le plafond intégral pour l'année, par exemple en 2025, vous repartez sur le plafond complet. Donc ça, c'est le premier élément à bien connaître au niveau des plafonds de la micro. Deuxième seuil à connaître, c'est la franchise de TVA. Quand vous démarrez en auto-entrepreneur, vous êtes automatiquement en franchise de TVA, ce qui signifie que vous ne facturez pas la TVA, vous facturez hors taxe. Vous n'êtes donc pas collecteur de la TVA pour le centre des impôts, avec un certain nombre d'avantages. Hein. D'abord, la simplicité et le fait que la TVA n'étant pas payée, ça nous permet de faire soit des prix plus intéressants, soit une marge plus importante. Et au-delà d'un certain seuil, à peu près intermédiaire par rapport au plafond de la micro, 101 000 euros pour les activités d'achat-revente et 39 100 euros pour les activités de prestation de services, eh bien, au-delà de ce seuil, il faudra facturer la TVA. Vous sortez de la franchise, vous devez facturer la TVA et vous devez la reverser au centre des impôts. Vous devenez collecteur de la TVA pour le centre des impôts. Alors, attention, par contre, là, ça ne marche pas en année civile. C'est le dépassement à n'importe quel moment de l'année. Le mois du dépassement, si au cours d'une année, au mois de septembre ou au mois d'octobre, vous êtes en prestation de service, vous avez déjà fait 38 000 euros de chiffre d'affaires et vous avez une affaire qui vous rapporte 2 000 ou 3 000 euros et vous dépassez ce seuil des 39 100, eh bien pendant le mois de dépassement, vous devez facturer intégralement la TVA. Et il faut savoir aussi qu'au 1er janvier de l'année suivante, là, vous ne repartez pas en franchise, vous refacturez la TVA dès le 1er euro parce que vous serez sorti de la franchise. Donc ça, c'est des éléments qui sont à connaître. Pour les auto-entrepreneurs, on le verra aussi, hein, ça existe pour les dirigeants au régime réel, mais sous d'autres conditions. Le bénéfice de l'ATE, qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise,
Pour les auto-entrepreneurs, il est particulier parce qu'il faudra être éligible, il faudra remplir une condition parmi un certain nombre de conditions. Donc, il faudra vérifier votre éligibilité. Je vous présenterai juste après les conditions. Il faudra faire une demande. Donc, il faudra télécharger un formulaire de demande et le retourner via, alors une page, on a une page dédiée sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. C'est un lien que je vous mettrai aussi avec la présentation. Et sur ce site, la page dédiée, demandez-la, que vous avez les critères pour être éligible, le formulaire à télécharger et le lien pour retourner automatiquement le formulaire avec votre justificatif. Cette exonération, elle ne va pas durer 1 an, elle va durer 3 trimestres civils qui suivent le trimestre toujours civil d'affiliation. Donc, il faut avoir en tête les trimestres civils, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Aujourd'hui, le 12 juin, on est au 2e trimestre. Le 2e trimestre, c'est avril, mai, juin. Donc, on a pris 2 exemples ici. Si on s'inscrit le 15 janvier, on est au 1er trimestre. Si on bénéficie de l'ACRE, eh bien, l'ACRE durera jusqu'au 31 décembre. 1er trimestre plus 3 trimestres, 31 décembre. Si on s'est inscrit le 2 avril, on est passé au 2e trimestre. L'ACRE durera jusqu'au 31 mars 2025. Je vais reprendre 2 autres exemples. Aujourd'hui, on est le 12 juin. Alors là, on arrive en fin de trimestre, donc c'est déjà moins intéressant. Si on s'inscrit le 12 juin, on est toujours au 2e trimestre. L'ACRE ne durera que jusqu'au 31 mars. En revanche, si on s'inscrit le 2 juillet, on a changé de trimestre, on est au 3e trimestre, plus 3 trimestres, l'ACRE durera jusqu'au 30 juin. Donc vous aurez compris que, sous réserve évidemment de faire du chiffre d'affaires, il est plus intéressant pour optimiser l'ACRE de s'inscrire en début de trimestre civil. Alors, autre point très important, parce que là on arrive sur un changement de réglementation, il va y avoir un changement de taux au 1er juillet pour les activités BNC. Donc, je vous présente les 2 tableaux. Pour les activités, le taux jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin, si vous avez le bénéfice de l'ACRE, vous avez un taux minoré selon la nature de l'activité, 6,20 pour les activités de vente, 10,6 pour les activités de prestation de services BIC BNC et 12,10 pour les activités relevant de la CIPAV, avec l'option du versement libératoire, si vous avez opté, qui est de permettre de payer un impôt forfaitaire directement sur votre chiffre d'affaires. Alors attention, dès le premier euro encaissé, donc ça peut être intéressant ou pas intéressant. Il faut faire des simulations sur le centre des impôts, bon, sachant que pour le versement libératoire, si on a peu de chiffre d'affaires ou on n'est pas imposable ou très faiblement, il vaut mieux ne pas le prendre, évidemment. Ça, c'est jusqu'au 30 juin. Et puis, à partir du 1er juillet, toujours donc dans le cadre de l'obtention et de bénéfice de l'exonération ACRE, alors les taux pour les ventes de marchandises ne changent pas. Pour les BIC, ça ne change pas. En revanche, pour les BNC, 11,6 et pour les activités relevant de la CIPAV, 13,9. Ensuite, au-delà de cette période de bénéfice de l'ACRE ou dès le début, si vous n'en bénéficiez pas, donc en rythme de croisière, on va passer sur les taux classiques, taux plein, on va dire. Vente de marchandises, 12,3. Prestation BIC 21,20, identique pour la CIPAV, et 21,10 pour les BNC, mais changement de taux à partir du 1er juillet. Donc pour la vente, là, il n'y a pas de changement, et pour les BIC, pas de changement, mais pour les BNC, on passe à 23,10 et 23,20 pour les activités relevant de la CIPAV. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué. Bon, de toute façon, si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous démarrez après le 1er juillet, eh bien, vous ne regarderez que les taux qui concernent la modification à partir du 1er juillet. Je vous ai parlé du versement libératoire, donc il va s'appliquer si vous optez. Il y aura aussi la contribution à la formation professionnelle qui va s'ajouter à ce taux. Alors, c'est un tout petit pourcentage qui dépend de la nature de l'activité. 0,10 pour les commerçants, pour la vente, 0,20 pour les activités libérales, donc BNC, et 0,30 pour les activités artisanales, donc BIC. Enfin, et avant de prendre les questions qui concernent l'auto-entrepreneur, la sortie du dispositif en auto-entrepreneur, alors on aura 2 grands cas de figure, soit le développement de l'entreprise, soit à l'inverse, l'absence ou l'arrêt d'activité. Dans le cas du développement de l'entreprise, là aussi, deux possibilités.
soit la bascule volontaire dans le régime réel d'imposition. C'est quelque chose qui est souvent pas bien compris ou oublié. C'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur, le but n'est pas forcément de rester auto-entrepreneur absolument jusqu'au plafond, jusqu'au dépassement du plafond de chiffre d'affaires. Non, il faudra regarder quelles sont vos charges et vos dépenses. Bon, moins vous avez de charges, moins vous avez de dépenses, il sera toujours plus intéressant de rester auto-entrepreneur. Mais si tout d'un coup, vous avez des dépenses qui sont de plus en plus importantes, vous avez un local, par exemple, vous prenez un local, vous développez votre entreprise, vous devez payer un loyer pour un local. Vous avez plus de marchandises à acheter, vous devez investir dans du matériel, des machines, des véhicules. Vous voulez alors prendre un salarié ou vous associer, eh bien tout cela ne sera pas possible. Ça ne sera pas interdit, mais ça ne sera pas viable économiquement en auto-entreprise et il faudra donc basculer au régime du réel pour sortir une comptabilité réelle. Deuxième cas de figure, ça sera le dépassement du seuil de chiffre d'affaires pendant les 2 premières années, 2 années consécutives, excusez-moi. Donc, s'il y a un dépassement des seuils de chiffre d'affaires que je vous ai indiqué 2 années consécutives, là, il y aura une bascule automatique au régime réel. À l'inverse, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires pendant 24 mois, donc 2 ans consécutifs, là, vous recevrez par notification. Alors, on vous alertera avant la dernière période, et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, on va radier votre activité. On considérera que 0 € rentré dans l'entreprise pendant 2 ans, l'activité n'a pas démarré. Alors, ça ne vous empêchera pas de recréer une auto-entreprise par la suite, hein, mais en tout cas, on va clôturer le compte. Et enfin, la cessation d'activité. Donc ça, c'est très important aussi. Et si vous arrêtez l'activité, il faut retourner sur le guichet unique pour enregistrer votre formalisé. C'est gratuit pour les auto-entrepreneurs. Ce qui va permettre à tous les organismes, l'INSEE, l'URSSAF, les impôts, je l'ai dit, caisse retraite, caisse maladie, d'être informés de votre radiation. Voilà, alors on va revenir peut-être, Winnie, sur des questions. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions. En effet. Alors, j'essaie de remonter. Alors, j'en vois une tout de suite, j'y réponds. C'est vrai qu'on nous pose souvent cette question, micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, les 2 termes sont acceptés. Ça a été d'abord créé comme auto-entrepreneur. Ensuite, il y a eu une réforme, je crois que c'était en 2014, où c'était le régime micro, on a dit micro-entrepreneur. D'ailleurs, régime fiscal, c'est bien le micro-entrepreneur. Puis le terme auto-entrepreneur, parce qu'il est très connu, est toujours adapté. Donc vraiment, on peut dire les deux en toute liberté. Alors et monsieur Royer, demande et il a été radié de son entreprise. Je sais enfin, si j'ai radié mon entreprise et que je souhaite la recréer, est-ce possible? Ah bien sûr. Si vous avez radié une entreprise, alors si c'est là on parle de l'auto-entrepreneur, donc si vous avez radié une auto-entreprise qui est une entreprise individuelle et qu'elle est bien, que la radiation a bien été enregistrée au centre de formalité, eh bien, vous pouvez ensuite refaire une formalité d'immatriculation pour la même activité ou une autre activité. Par contre, vous ne pourrez pas bénéficier de l'ACRE à nouveau si si vous en avez déjà bénéficié lors de la première création, en tout cas si c'était il y a moins de 3 ans, là vous ne pourrez pas en rebénéficier. Idem si vous radiez l'entreprise et que même si vous n'avez pas bénéficié de l'ACRE et que vous recréez une entreprise avec la même activité dans un laps de temps de moins d'une année civile, eh bien, à nouveau, vous ne pourrez pas en bénéficier de l'ACRE. Donc oui, vous pouvez recréer une entreprise, ça peut juste avoir un impact sur l'ACRE si vous en avez déjà bénéficié. Et est-ce que tu peux réexpliquer ce que veut dire collecter la TVA lorsqu'on dépasse le seuil? Oui, alors là, l'URSSAF ne sera pas l'interlocuteur, donc je vous donne une information générale, mais ça ne sera pas auprès de l'URSSAF. À partir du moment où vous sortez de la franchise, très pratiquement, ça veut dire que vous facturez TTC, donc vous devez facturer la TVA. Donc facturer la TVA, ça voudra dire soit augmenter le prix de vente, parce que ça va être le client qui va payer la TVA, ou alors, si c'est déjà des clients que vous aviez et que vous ne voulez pas trop modifier vos prix, ça fera baisser votre marge. Mais en tout cas, la TVA devra être facturée, encaissée, et ensuite, vous devrez la reverser au centre des impôts. Donc là, votre interlocuteur sera le centre des impôts. Mais vous devrez facturer et encaisser TTC, et facturer et encaisser la TVA, et la reverser. Merci. Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a une activité mixte, donc prestation de services plus vente de produits? Alors, si vous avez une activité mixte, et ça va me permettre de répondre en même temps aussi sur le taux de cotisation, sur le pourcentage du chiffre d'affaires, pour l'activité mixte, il faudra tout simplement, lors de vos déclarations mensuelles ou trimestrielles,
Là, vous aurez le choix. Ça permet d'ailleurs de rappeler que si vous êtes inscrit à France Travail, il faut impérativement choisir la déclaration mensuelle, tout simplement parce que France Travail vous demandera des justificatifs mensuels. Donc, choisissez quand même prioritairement le mensuel. Donc, mensuellement ou trimestriellement, mais on va imaginer mensuellement, vous devrez effectuer vos déclarations de chiffre d'affaires sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application mobile. Je vous présenterai aussi tout à l'heure dans les services. Et cette déclaration se fait d'ailleurs toujours le mois suivant, c'est-à-dire à terme échu. Là, par exemple, on est au mois de juin. La déclaration de juin pourra se faire du 1er juillet au 31 juillet. Et si on a une activité de vente, imaginons, et de prestation, eh bien, il faudra tout simplement indiquer dans la case vente le chiffre d'affaires spécifique de la vente, le chiffre d'affaires en prestation, et notre système va calculer automatiquement les pourcentages pour chaque chiffre d'affaires et va vous donner le global à verser. Et donc, je réponds aussi à la deuxième question, c'est que vous indiquez le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce que vous avez encaissé sans aucune déduction. Si un client vous donne 100 euros, eh bien, vous avez encaissé 100 euros, vous devez déclarer 100 euros. Alors, il y avait une autre question. Si l'entreprise n'est pas une micro, on ne génère pas de revenus, ça, ne vous inquiétez pas, je vais l'évoquer dans la partie suivante. Super. Alors, une profession libérale, oui, c'est de la prestation en BNC, bénéfices non commerciaux. On va dire que c'est des activités intellectuelles au sens très large, où il n'y a pas d'achat-revente de matériel ou de manipulation ou de transformation de matières premières. Sinon, pour les autres catégories, pour savoir dans quelle catégorie vous êtes, vous pouvez aller sur le site, sur le lien que je vous ai mis. Que ce serait un peu compliqué de répondre à chaque participant par rapport à sa catégorie. Ouais, Donc, là, n'hésitez pas à aller voir. On a plein de questions là-dessus. Ouais, Voilà. Ça ne va pas être possible. En tout cas, l'idée par rapport à l'URSSAF, c'est que vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires, mais dans les très grandes lignes. Vente, c'est achat-revente. J'achète de la marchandise et je la revends avec une marge. Prestation de service, eh bien, on va dire que c'est plutôt quand on est sur de la manipulation ou de la transformation de matières premières. Et prestation de service BNC, on est plutôt sur les prestations, je l'ai dit, intellectuelles au sens large. Et est-ce qu'il faut avoir un compte bancaire dédié en micro-entreprise? Alors, en auto-entreprise, le compte bancaire dédié est obligatoire à partir de au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel pendant 2 ans. Néanmoins, nous, on vous conseille quand même, en tout cas, sauf si c'est une activité vraiment, vraiment très faible et à la marge ou secondaire, mais on vous invite, même si vous ne dépassez pas encore les 10 000 euros, de créer un compte dédié rapidement. Bon, sachant que maintenant, la mention entreprise individuelle est obligatoire, donc au niveau des banques, ils vont probablement vous proposer des comptes pro, mais pour ne pas s'en mêler les pinceaux avec son compte personnel, oui, il est fortement conseillé. Mais c'est obligatoire au-delà de 10 000 euros 2 années consécutives. Alors, on reviendra éventuellement sur des questions à la fin. J'avance que je voudrais quand même respecter le Rémi. Alors là, on a toute la partie indépendant ou réel à voir, avec aussi des questions qui étaient déjà posées sur ce sujet. Donc, au régime réel, on l'a vu, il y a les TNS, les travailleurs non salariés, ou les assimilés salariés. Là, on va avoir une comptabilité réelle et on va être soit à l'IR, soit à l'IS. Ce serait important à connaître ça si on est au régime réel. Si on est à l'IR, la nature du revenu, je l'avais dit aussi tout à l'heure, ça sera le bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires, donc les recettes, tout ce qui rentre dans la caisse de l'entreprise. Les auto-entrepreneurs, eux, ils s'arrêtent à ce stade-là, puisqu'ils n'ont pas de compta. Et une compta, si on simplifie à l'extrême, va permettre de déduire toutes les charges et tous les frais d'exploitation, y compris les cotisations sociales. Tout ça, ça va se déduire. Et ce qui reste à la fin, eh bien, ça sera le bénéfice net. Ça, c'est si on est à l'IR. Si l'entreprise est soumise fiscalement au régime donc, de l'impôt sur les sociétés, l'IS, là, on part toujours du chiffre d'affaires, on déduit toujours dans la compta les charges et les frais d'exploitation, mais le poste de la rémunération du dirigeant à l'IS fait partie des charges de l'entreprise. Donc là, le revenu du dirigeant, ça ne sera plus le bénéfice de l'entreprise,
mais ça sera une rémunération qu'il va se fixer. Et donc, comptablement, c'est l'entreprise qui paye le dirigeant. Donc, c'est une charge pour l'entreprise. Et les cotisations sociales seront calculées sur cette rémunération nette. Donc, au niveau social, d'un point de vue très pratique, l'IS a un avantage très important, c'est que il y a une visibilité beaucoup plus grande qu'à l'IR parce que le dirigeant va pouvoir se fixer une rémunération et il sait en temps direct à peu près combien il se verse. Il peut donc faire des estimations de revenus et cotiser au plus proche du réel. En revanche, si on est à l'IR, alors d'une, c'est beaucoup plus difficile de connaître son revenu parce qu'il faut attendre l'exercice comptable, donc le bilan, et qui va sortir que l'année suivante. Le comptable vous donnera le bilan que l'année suivante. Donc pendant l'année en cours, il est quasiment impossible de connaître son bénéfice. Et je reviens aussi sur une question. Là, il n'est pas de question de se dire je prends une rémunération. Le revenu sera le bénéfice. Donc c'est ce qui restera après déduction de toutes les charges. Donc ce sont deux axes quand même qui sont très différents en termes d'assiette de calcul. Et ensuite, si on est à l'IS, le bénéfice, lui, sera soumis donc à l'impôt sur les sociétés, 15% jusqu'à 42 500 et 25% au-delà. Après paiement de l'impôt sur les sociétés, eh bien, les dirigeants pourront toucher des dividendes selon le montant de le part du capital social. Et ces dividendes, alors attention, ils seront aussi soumis à des prélèvements sociaux qui seront de 17%. Alors, il y a plusieurs options. Là, on a d'ailleurs une simulation sur entreprise.ursaf.fr et qui seront aussi soumis, évidemment, à l'impôt sur le revenu parce que ça sera un revenu personnel du dirigeant. Alors, au régime réel, on va pouvoir bénéficier d'une exonération aussi de l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, qu'on soit en TNS ou en assimilé salarié. Particularité, contrairement aux auto-entrepreneurs, c'est qu'ici, il n'y aura pas de demande à faire, c'est automatique, et il n'y aura pas de conditions à remplir. Automatiquement, vous allez bénéficier de l'ACRE si vous créez une entreprise au régime réel. Attention quand même, il y a deux cas de refus de l'exonération. Je dis que c'est automatique, oui, à condition de ne pas en avoir bénéficié au cours des 3 dernières années. Donc, je prends un exemple simple. Une personne aurait créé une auto-entreprise, il aurait bénéficié de l'ACRE, puis il aurait radié ou il veut passer au régime réel où il radie, il crée une société, par exemple. Et bien là, il n'aura pas l'exonération ACRE parce qu'il en a déjà bénéficié au cours des 3 dernières années dans son entreprise précédente. Ou situation de reprise d'une activité identique avec moins d'une année civile de battement entre les deux, et bien là aussi, on ne sera pas considéré comme créateur, donc on ne pourra pas en bénéficier. Mais hormis ces deux cas de figure, l'exonération ACRE sera automatique si on est au régime réel. Pendant 12 mois, là, par contre, c'est une année pleine, de date anniversaire à date anniversaire. Si vous créez une entreprise au régime réel, je prends n'importe quel exemple, une EURL, et que vous bénéficiez de l'ACRE si vous n'en avez pas bénéficié auparavant, vous bénéficiez de l'ACRE jusqu'au 11 juin de l'année suivante. C'est de date à date anniversaire. Attention quand même, l'ACRE va être soumis à des plafonds. Vous allez en bénéficier, certes, automatiquement, mais dans la limite d'un revenu perçu pendant la période. Alors, quand on parle de revenu perçu, on ne parle ici que du revenu perçu dans l'entreprise que vous créez. On ne parle pas d'autres revenus, par exemple, d'indemnité chômage, par exemple, ou même d'autres revenus. Donc, l'exonération ACRE limite revenu 32 994, donc là, on va avoir une exonération, alors attention, totale des cotisations concernées. En réalité, ça veut dire une exonération des 2/3. Il y aura sur le taux normal, taux plein, il y aura 2/3 d'exonération et 1/3 qui restera dû. Entre 32 994 et 43 992, là, il y aura une exonération dégressive. Et au-delà de 43 992, il n'y aura pas d'exonération, l'exonération sera annulée. Mais attention, ça, on ne le fera pas en direct, donc on va vous l'accorder d'office. Et l'année suivante, si vous avez dépassé un revenu de pratiquement 44 000 euros, on vous l'annulera. Donc il faut faire aussi attention à ça. Alors avant de continuer, parce que là c'était un petit peu particulier, je voulais juste voir si on a des questions en particulier sur l'ACRE. Oui, on en a. Oui. On va reprendre les questions sur l'ACRE, peut-être d'ailleurs auto-entrepreneur et réel pour bien faire la différence entre les deux. Alors, on a une question. Si on bénéficie de l'ACRE et qu'on se verse un salaire, quid des ARE? Eh bien,
Si on bénéficie de l'ACRE parce qu'en auto-entrepreneur, on a fait une demande et on remplissait les conditions, donc si vous étiez demandeur d'emploi, oui, forcément, vous allez en bénéficier, ou au régime réel, c'est d'office de toute façon, vous avez l'ACRE, donc ça veut dire réduction des cotisations, la moitié pour les auto-entrepreneurs, exonération de moitié pour les auto-entrepreneurs ou exonération des 2/3 pour ceux qui sont au régime réel, donc une exonération plus forte au régime réel. Mais si vous prenez là, vous avez mis salaire, donc ça va dépendre, salaire, c'est si on est en SASU ou en SAS, ou rémunération de gérance si on est en URL ou SRL, ou chiffre d'affaires si on est en micro, forcément, France Travail va recalculer vos indemnités, puisque vous allez faire des déclarations mensuelles, et ils vont recalculer vos indemnités selon le revenu que vous avez perçu en tant qu'indépendant. Alors là, vous demandez à France Travail, parce que c'est France Travail l'interlocuteur, mais les jours, eux, ils vont le calculer en jours, donc des jours non versés parce que vous avez eu un revenu. Ces jours ne seront pas perdus puisque les jours non versés vont se reporter à la fin de votre droit, et ça pendant une période de 3 ans. Donc si jamais vous avez certains revenus pendant la période d'activité, eh bien c'est des jours reculés en réalité. Et si jamais vous cessez l'activité dans les 3 ans, eh bien ces jours non versés sont récupérables et seront reversés par France Travail. Donc ça, c'est après un conseil que je vous donne, mais c'est vous qui ferez comme vous le souhaitez et comme vous pourrez. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que, en particulier si on est au régime réel et en société, il est plus prudent de se rémunérer dès que l'entreprise a les moyens de se rémunérer, alors même qu'on est indemnisé, en tout cas de se garder une petite marge de 2 ou 3 mois au cas où, et de ne pas user, entre guillemets, vos droits jusqu'à la fin pour commencer à vous rémunérer. Surtout si l'entreprise a déjà les moyens de vous rémunérer. Parce que ce risque-là, si vous usez jusqu'au dernier jour vos droits et que vous commencez à vous rémunérer à ce moment-là, si au bout d'1 an ou 2 ans, malheureusement, l'entreprise s'arrête, et bien là, vous n'aurez rien, vous n'aurez aucun jour restant. Donc, si vous êtes un demandeur d'emploi indemnisé et que vous créez une entreprise, par exemple au régime réel, et que vous êtes en mesure, à un moment donné, avant la fin de vos droits, de vous rémunérer, il est plus prudent, en tout cas, ou peut-être plus malin ou plus prudent, de commencer à vous rémunérer à ce moment-là pour décaler des droits restants au cas où, on ne sait jamais, l'entreprise ne fonctionne pas dans les 3 ans qui suivent. C'est un petit conseil, mais après, là, vraiment, c'est un choix qui vous appartient. Alors, y a-t-il encore des questions si on ne bénéficie pas de l'ACRE, là, tout simplement, on va avoir le taux réel que je vais vous présenter juste sur la slide suivante. Comment savons-nous si l'ACRE a été accordé? Eh bien, vous recevez une notification automatiquement du bénéfice de l'ACRE. Alors, en auto-entrepreneur, vous faites la demande, donc vous recevez la notif. Au régime réel aussi, au cas où vous ne recevez pas, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, et que vous avez fait une demande, et que dans les 30 jours, on ne vous a pas signifié un refus parce que, par exemple, cette demande ne serait pas valable ou vous ne remplisseriez pas les conditions, il faut que nous, on vous notifie le refus dans les 30 jours. Si dans les 30 jours, on ne vous a pas notifié le refus, ça sera une acceptation tacite. Je prends encore une dernière question, puis ensuite je vais... Winnie, est-ce que tu vois une question de décaler? Alors, oui, c'est une très bonne question. Est-il possible de décaler l'exonération ACRE après la création d'entreprise et en bénéficier 3 mois plus tard? Alors, c'est une bonne idée, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, l'ACRE démarre à la date, pas à la date à laquelle vous allez vous rémunérer ou même exercer réellement l'activité, mais à la date de l'immatriculation de l'entreprise au guichet unique. C'est à partir de cette date que ça démarre. Donc, c'est pour ça que j'avais dit pour les auto-entrepreneurs, plutôt s'inscrire en début de trimestre civil, dans la mesure du possible. Et au régime réel, c'est 1 an de date à date anniversaire. Et là, c'est à la date de la création d'entreprise. Et donc, ça dure 1 an que vous ayez une rémunération ou pas. Et derrière cette question, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'ACRE, c'est une exonération sur le revenu. Donc, prenons un autre exemple, un président de SASU qui ne se verse pas de salaire pendant la première année, de facto, il bénéficie de l'ACRE, mais sans effet, puisqu'il n'a pas de salaire, donc il n'a pas de cotisation, donc il n'a pas d'exonération. Pour bénéficier de l'ACRE, il faut avoir un revenu qui serait soumis à cotisation pour bénéficier de cette exonération. Alors, nous allons continuer et nous allons justement voir les différences entre donc les TI,
TNS et les assimilés salariés selon le statut juridique. Alors, on a pris volontairement un revenu, on va dire moyen, moyen plus, annuel, on raisonne en annuel. Et on a pris un revenu du dirigeant de 30 000 euros. Juste pour vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants, et surtout qu'il est important de comprendre combien vont coûter les cotisations à une entreprise, ou à un dirigeant, mais à une entreprise comptablement, à partir du moment où le dirigeant va gagner de l'argent. Parce que c'est vrai que quand on s'adresse à des créateurs, dans une majorité de cas, ils vont dire moi, la première année, je n'ai pas de revenus, etc., etc. Alors, savoir combien ça va coûter quand on n'a pas de revenus, ça va coûter rien ou très peu. En auto-entreprise, ça va coûter rien. Si on n'a pas de chiffre d'affaires, bah, il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de droit généré, attention, il n'y a pas de droit de retraite derrière, il n'y a pas de droit d'IJ en cas d'arrêt maladie, mais il n'y a pas de cotisation. En SS ou en SASU, c'est pareil. S'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cotisation. Donc ça ne coûte rien. Il n'y a que en TNS intermédiaire classique où il y a une base minimale que je vais vous détailler, où on va avoir quelques cotisations à régler très faibles, mais ça va coûter très peu. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est combien ça va coûter à l'entreprise à partir du moment où le dirigeant va se rémunérer. C'est pour ça qu'on a pris ces exemples. Alors, 30 000 euros. Si on est en indépendant, entreprise individuelle, EURL ou SARL, donc TNS, les cotisations sociales seront approximativement de 46%, ce qui va faire 14 000 euros dans l'année. Et donc, ça coûte 44 000 euros à l'entreprise. Mathématiquement, c'est assez simple à comprendre, mais il faut bien comprendre que ici, on ne va pas prendre de l'argent aux dirigeants, ce n'est pas 30 000 moins 46%, mais c'est 30 000 plus 46%. C'est-à-dire qu'à l'entreprise, ça coûte 44 000 euros pour que le dirigeant gagne 30 000 euros. Parce qu'on est en comptabilité réelle. Pour les assimilés salariés, c'est la même chose, que le taux va être beaucoup plus important. Avec un salaire, du coup, c'est un salaire de 30 000 euros, des cotisations approximativement de 80%, ça va faire à peu près 24 000 euros. Coût total pour l'entreprise, 54 000 euros. Le dirigeant, lui, aura toujours gagné 30 000, mais ça va coûter 54 000 euros à l'entreprise. Pour bien comprendre cette articulation, faites juste une projection sur un employeur, quand vous étiez salarié, pour votre employeur, alors là, on est plutôt entre 90 et 100%, mais un employeur va verser un salaire net aux salariés et il va payer la part patronale et la part salariale à l'URSSAF des cotisations, et ça se rajoute. Donc, c'est le salaire plus les charges. Et là, en indépendance, c'est exactement la même chose. Le coût pour l'entreprise, c'est la rémunération du dirigeant plus les charges. Donc, pour cela, vous avez vraiment un site qui est incontournable, qui est mon-entreprise.ursaf.fr. Vous avez tous les simulateurs de calcul pour tous les statuts. Vous le verrez d'ailleurs, ouvrir tous les simulateurs. Et quel que soit le statut juridique de l'entreprise, de la nature d'activité, vous pourrez utiliser ce simulateur, vous rentrez un revenu, une projection d'un revenu, une estimation, et là, en quelques clics, eh bien, vous avez automatiquement le montant des cotisations, vous avez le montant de l'impôt, il va vous le calculer, et vous avez aussi, dans le comparateur des statuts, les droits qui vont être déclinés, droits produits en retraite de base, retraite complémentaire, indemnité journalière, santé, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment un outil qui est gratuit, qui est à votre disposition et qu'il faut absolument utiliser. Alors, les cotisations minimales, je l'avais dit, elles sont très particulières. Elles ne concernent que les travailleurs non salariés au régime réel, donc que les entreprises individuelles ou EURL ou SARL. Cette base minimale, elle est de 1 200 euros par an, ça fait à peu près 100 euros par mois. Alors, au-delà de la période d'ACRE, donc en gros, c'est en deuxième année d'activité. Mais vous aurez quand même cette base minimale à payer si vous n'avez pas de revenus. Alors, elle ne sert pas à embêter les indépendants, mais au contraire, elle va produire des droits de retraite, 3 trimestres de retraite validés et des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie que n'auront pas, par exemple, des auto-entrepreneurs qui n'ont pas de chiffre d'affaires ou que n'auront pas des présidents de SS ou de SASU s'ils n'ont pas de salaire. Donc, c'est une particularité pour les travailleurs non salariés. Alors, pour les autres, on l'a mis, les autres cotisations, ouais, elles sont calculées en fonction du régime réel. C'est pour la retraite qu'il y a cette base minimale. Pour les assimilés salariés, donc principalement les dirigeants en SAS ou en SASU, le revenu sera un salaire et le salaire sera déclaré seulement quand on va en percevoir. D'ailleurs, si vous créez une SAS ou une SASU, tant que vous ne percevez pas de salaire, vous n'avez pas de déclaration à faire. D'ailleurs, on ne va pas vous affilier. Le compte cotisant ne sera créé, ne sera généré qu'à partir du moment où vous allez faire
la première déclaration de salaire. Alors d'abord, ça passera par une DPAE, déclaration préalable à l'embauche, et après une déclaration sociale nominative, une DSN, sur une nette entreprise. Alors, deux possibilités pour l'effectuer, soit par un tiers déclarant, quand même dans la majorité des cas, ça va être par le biais d'un expert comptable qui va aller faire cette déclaration, cette DSN, et qui va nous être transmise. Vous avez aussi la possibilité, le titre emploi-service, le TES, c'est une offre de simplification qui vous permet, alors pour les entreprises de moins de 10 salariés, vous pouvez utiliser ce service. C'est le TES, c'est donc l'URSSAF qui va générer vos fiches de paye et faire le calcul. Vous aurez juste à remplir le salaire. Donc c'est une possibilité intermédiaire pour les petites activités ou au démarrage. Les simulations, donc je reviens sur le site mon-entreprise.ursaf.fr. On vous a juste mis une copie d'écran de ce que ça peut donner. Vous rentrez un revenu, et on a repris volontairement l'exemple des 30 000 euros avec le premier encart en copie d'écran à gauche qui est en TNS et le deuxième qui est en assimilé salarié, en SASU par exemple ou en SAS. Avec le revenu de 30 000, là vous avez le chiffre exact du coût pour l'entreprise. 43 919 si vous êtes en TNS, URL ou SARL, et 53 888 en SAS ou en SASU. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est indispensable à utiliser. Avons-nous des questions, avant de passer sur la protection sociale, avons-nous des questions sur cette partie cotisation, en particulier sur le régime dit réel? Je vois qu'il y a encore pas mal, il y a beaucoup de questions qui sont venues sur l'auto-entrepreneur. Il y a peut-être besoin de revenir sur l'auto-entreprise. Alors, si la présentation, parce que je pense que la présentation que tu as effectuée a permis de répondre à quelques questions. Donc, là, il y a des personnes qui remettent les questions, de nouvelles questions. Par exemple, dans un couple marié, si l'un est fonctionnaire avec un revenu de 77 000 et l'autre souhaite devenir auto-entrepreneur et n'a pas de revenu, est-ce que, du coup, cet auto-entrepreneur devra payer un impôt sur le revenu supplémentaire? Oui, alors là, en fait, il y a deux points sur cette question. D'abord, les plafonds, c'est le plafond que de l'auto-entreprise. Ce n'est pas le revenu de votre conjoint, du foyer, ou même un revenu de vous-même que vous auriez par un autre biais. Vous pouvez être polyactif, salarié par ailleurs, et avoir une auto-entreprise. Vous pouvez, dans le cadre de la prestation, vous avez un plafond de 77 700, mais uniquement sur le chiffre d'affaires de l'auto-entreprise. Que vous ayez des indemnités chômage, que vous soyez salarié par ailleurs ou retraité par ailleurs, on a aussi beaucoup de retraités actifs, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc le plafond, 77 000, c'est uniquement le plafond du chiffre d'affaires. Après, l'impôt, c'est différent. Ça n'a pas de rapport avec les 77 700. Hein. Mais par contre, oui, évidemment, il y aura un impôt à payer sur le foyer fiscal. Mais pour l'auto-entreprise, comme c'est du régime micro, ne sera pas imposable le chiffre d'affaires moins l'abattement fiscal qui dépend de la nature de l'activité. Il y a 3 abattements fiscaux. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais je vous renverrai le lien. Mais si on est en vente, il y a un abattement à 71%, en prestation BIC 50% et en BNC 34%. Je prends juste l'exemple du BNC. Activité, prestation BNC, abattement de 34%. Alors, c'est les impôts qu'ils font. Hein. Vous déclarez par exemple 100 euros. Si vous avez 100 euros de chiffre d'affaires, vous déclarez 100 euros. Les impôts considèrent forfaitairement que vous avez gagné 66. Ils vous font un abattement à 34. Et donc, je reprends juste avec des chiffres 100 pour que vous compreniez. Si votre conjoint gagne 100 euros et que vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez fait 100 euros de chiffre d'affaires en BNC avec un abattement à 34, l'assiette sera de 166 pour l'impôt du foyer, par exemple. Vous, en tout cas, vous serez imposable sur 66. La réponse sur la CFE. Il y avait une question probablement plus haut sur la CFE. Donc, la cotisation foncière des entreprises, pour les auto-entrepreneurs, elle est due à partir de la deuxième année. Il y a une exonération si vous ne dépassez pas 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, ce n'est pas l'URSSAF qui est l'interlocuteur. Et pour les autres entreprises, bien évidemment, elle va être liée. C'est un calcul qui est particulier selon le lieu géographique et la fiscalité de la ville dans laquelle votre entreprise est implantée. Donc, même si vous posez la question comme ça, basiquement aux impôts, ils ne vont pas pouvoir vous répondre. Il faudra faire un calcul par rapport à la fiscalité de votre ville. Donc ça passe par le centre des impôts. Il y a une personne qui ne comprend pas si le chiffre d'affaires est de 30 000 et que l'entreprise doit 44 000.
Est-ce que ça veut dire que l'entreprise se retrouve en négatif? C'est par rapport enfin, je vois ce qu'elle veut dire, mais peut-être que tu peux réexpliquer? Ouais, alors je pense qu'il y a une confusion, c'est pour ça que j'ai essayé de bien séparer et voilà, je reviens sur une question tout à l'heure, pourquoi vous vous présentez? Parce que les auto-entrepreneurs n'ont pas de comptabilité, donc si on est en auto-entrepreneur et qu'on encaisse 30 000 €, c'est du chiffre d'affaires et on paiera un pourcentage sur les 30 000. Donc en l'occurrence, ça dépend si on est en vente ou en prestation. Si on est au régime réel, là ici, les 30 000 €, c'est la rémunération du dirigeant. Donc on est au régime réel, on est soit en EURL, soit en SARL, soit en SASU ou soit en SAS. Le dirigeant se prend une rémunération ou un salaire et il faut que l'entreprise ait les moyens financiers de payer ce salaire et les cotisations. Donc là, le coût pour l'entreprise, quand on dit 44 000 €, c'est un coût pour l'entreprise total qui Mmh. comprend, en TNS, par exemple, 30 000 € de revenus pour le dirigeant et 14 000 € de charges. Je ne sais pas Donc si en fait, c'est c'est les 14 000 € de charges. exactement, c'est 14 Voilà, 000 € de charges, bien sûr. c'est pas les Mais 44 000 € de bien sûr, charges, j'ai dit c'est voilà. coût total pour l'entreprise. La rémunération, quand on est au régime réel, la rémunération du dirigeant est comptablement une charge pour l'entreprise. Mmh. Alors on me dit si pas de chiffre d'affaires, pas de déclaration. Alors non, non, je reprécise bien cette question. Auto-entrepreneur, si on parle de chiffre d'affaires, c'est qu'on est en auto-entrepreneur. Donc auto-entrepreneur, pas de chiffre d'affaires, déclaration obligatoire mensuelle ou trimestrielle, mais de façon préférentielle mensuelle, déclaration à zéro. On doit impérativement effectuer des déclarations à zéro si on est auto-entrepreneur. On doit tous les mois ou tous les trimestres effectuer sa déclaration. Si on n'a pas de chiffre d'affaires, on déclare zéro et on paye zéro du coup. Et on ne génère aucun droit. Si en revanche, et c'est, je pense, à cause de ça, cette confusion, si on est en assimilé salarié, en SAS ou en SASU, s'il n'y a pas de salaire, là, on n'a pas de déclaration parce qu'on ne sera pas inscrit. Et on ne va déclarer qu'à partir du moment où on a du salaire. Hop. OK. Et alors, on me pose aussi la question comment les cotisations doivent être provisionnées parce que effectivement, la subtilité, c'est que si on est en assimilé salarié, SAS ou SASU, eh bien, ça va être un salaire. Donc, soit on en touche, soit on n'en touche pas et on le déclare en direct. Si on est en travailleur non salarié, le revenu ne sera connu que l'année suivante. Donc, on peut faire des estimations de revenus en cours d'année pour moduler, sinon on va être soumis à une base forfaitaire en début d'activité. Alors attention, parce que cette base forfaitaire, elle est faible en réalité. Elle est d'approximativement 8 000 € par an de revenus. Donc si on n'en a pas, évidemment, peut faire une estimation à la baisse mais si on a un revenu supérieur à 8 000 €, ce qui est quand même approximativement la moitié d'un SMIC, eh bien, il faut faire un estimé à la hausse pour ne pas se retrouver avec une régularisation trop importante l'année suivante. L'outil pour éviter ce genre de problématique, c'est l'estimation de revenus que vous pouvez faire directement via votre espace pour éviter ces problématiques. Tout à fait Alors, et je pense justement par rapport aux questions, est-ce qu'on paie de charges s'il y a pas de revenus? ouais, Bah, s'il y a pas de revenus, pas de charges. Donc mais vous déclarez quand même à zéro. Donc vous ouais, déclarez exactement, bah, ce qu'il y a. Si c'est 0, 0, si c'est 100, 100, voilà et l'outil pour la simulation est à votre disposition. Donc pour les cas vraiment spécifiques, c'est bien de passer par ça pour savoir, enfin, ce que vous payez ou ne payez pas ouais. exactement. Il n'y a que la particularité des TNS, donc soit en EI au réel, soit en EURL, soit en SARL, qui ont cette base minimale pour leur générer des droits. Parce qu'il faut bien aussi avoir en tête que les cotisations génèrent des droits. Donc, pas de cotisation veut dire pas de revenus, par exemple, en auto-entrepreneur ou en SASU, par exemple, veut dire pas de cotisation, mais veut dire pas de droit pour la retraite de base, pas de trimestre validé, pas de retraite complémentaire et pas d'IG en cas d'arrêt maladie. Et j'insiste les trimestres. Alors, c'est vrai que selon l'âge de la personne, l'information n'est pas perçue de la même façon. Si on vous donne une information retraite, si vous avez 30 ans ou si vous avez 55 ans, la même information, vous n'allez pas la capter de la même façon, bien évidemment. Mais même si vous êtes très jeune, l'idée, c'est quand même d'essayer de valider au moins 4 trimestres de retraite par an. Donc, ça veut dire un minimum de revenus. Sinon, effectivement, là, ce sont des trimestres perdus. Et donc, potentiellement, dans un relevé de carrière, un recul de l'âge encore de la retraite parce qu'il n'y aurait pas les conditions pour ouvrir un droit.
Donc, ce n'est pas forcément ce à quoi on pense quand on est plus jeune, mais voilà, moi, je vous donne en tout cas l'information. Alors, ça nous permet d'enchaîner, parce que je vois quand même qu'il nous reste que 20 minutes, d'enchaîner sur la partie protection sociale, parce que c'était un petit peu ce que j'étais en train déjà d'évoquer. Donc, 3 interlocuteurs pour les cotisations, on l'a vu, c'est exclusivement l'URSSAF. En ce qui concerne la santé, c'est l'assurance maladie, puisque les travailleurs indépendants ont été rattachés au régime général depuis 2020, donc c'est la Caisse d'assurance maladie avec la plateforme Amélie qui gère les droits des indépendants et de leurs ayants droit, la couverture maladie pour les indépendants et leurs ayants droit. Et pour la retraite, même logique, c'est l'assurance retraite, sauf pour les activités qui dépendent de la CIPAV. Alors, s'il y a une trentaine encore d'activités de conseil, les architectes, les ostéopathes ou les guides conférenciers, par exemple, sont rattachés à la CIPAV. Vous retrouvez d'ailleurs la liste complète sur leur site. Donc, ça sera pour les droits à retraite. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que là, je ne vais pas avoir le temps, mais vous l'aurez en tout cas sur le PowerPoint et vous pourrez faire un arrêt sur image si vous voulez voir un peu plus dans le détail. Au niveau de la couverture maladie, ce qu'il faut juste retenir, c'est 2 choses. Il y a les prestations en nature, c'est-à-dire les remboursements, dès lors qu'il y a une dépense, des consultations, des médicaments, des hospitalisations. Là, la couverture maladie de base est universelle. Tout le monde bénéficie de la même couverture maladie de base. Donc, on n'est pas mieux ou moins bien remboursé. Tout le monde a le même remboursement à la caisse primaire, quel que soit son revenu, quel que soit son statut. Et la deuxième chose à retenir, c'est les prestations en espèces, ce sont les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Alors là, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas un remboursement d'une dépense, il n'y a pas de dépense, c'est une prestation qu'on va toucher, une indemnité qu'on va toucher parce qu'on ne travaille plus. Et là, elle sera calculée, c'est un revenu de remplacement, si vous voulez, qu'on va toucher. Qui dit revenu de remplacement dit revenu, donc calculé sur la moyenne des revenus déclarés par la personne. Donc là, si on est en indépendant, ça sera sur la moyenne des 3 dernières années. Si on est en assimilé salarié, sur la moyenne des 3 derniers mois. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas eu de revenu déclaré, il n'y aura pas d'indemnité journalière en cas d'arrêt maladie, puisque le revenu sera de 0. En ce qui concerne la retraite, 2 choses aussi bien à distinguer. Pour la retraite de base, contrairement à beaucoup d'idées reçues, les indépendants, et qu'ils soient en micro, qu'ils soient en TNS, qu'ils soient en assimilé salarié, sont alignés au régime général depuis 1973. Donc ça fait déjà plus de 50 ans que c'est aligné. C'est-à-dire que c'est la même formule de retraite. La retraite de base est la même en fait que celle des salariés. Mais ce n'est qu'une formule. La retraite sera calculée sur la moyenne des revenus déclarés. Donc là, encore une fois, pour avoir les mêmes droits, eh bien, il faudra avoir un niveau de revenu qui est équivalent. Aujourd'hui, c'est sur la moyenne des 25 meilleures années. Mais il faut avoir ça en tête. Donc l'idée reçue que des indépendants auraient moins de retraite, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'ils ont moins de retraite. Mais si tout d'un coup, leurs revenus, évidemment, déclarés sont beaucoup plus faibles, eh bien là, ça va impacter les droits de retraite. En revanche, pour la retraite complémentaire, alors là aussi, ce sera par rapport aux revenus, mais ça va être un système de points et qui sera différent sur la partie indépendant. On sera sur un niveau non cadre, et c'est ce qui explique en l'occurrence une différence aussi de niveau de cotisation, alors que là, on sera directement sur un niveau cadre pour les assimilés salariés avec un niveau de retraite complémentaire plus fort. Et enfin, 3e niveau, les retraites complémentaires facultatives, les plans épargne retraite, où là, vous pouvez signer un contrat privé pour augmenter les 2 premiers niveaux de retraite. Et les autres assurances, alors 3 autres assurances, au niveau de la famille, c'est géré par la CAF et les prestations sont identiques. Elles ne sont pas tout à fait universelles parce qu'elles sont limitées à des plafonds de revenus, mais disons que ce n'est pas votre statut, que vous soyez salarié ou indépendant, ne change pas fondamentalement vos droits. C'est la CAF qui va les calculer certes selon vos revenus, mais surtout selon votre situation familiale. La formation professionnelle, vous allez générer des nouveaux droits en formation, mais attention, ça sera ouvert auprès de nouveaux organismes selon la nature de l'activité. L'AGFIS pour les activités commerciales, le FIFPL pour les activités libérales, par exemple. Et enfin, dernier point que je voulais quand même évoquer, attention, l'assurance chômage. Il n'y a pas d'assurance chômage obligatoire pour toutes les catégories d'indépendants. L'assurance chômage obligatoire, donc gérée par France Travail, c'est uniquement si on est salarié auprès d'un employeur. Donc à partir du moment où on crée son entreprise, quels que soient tous les statuts qu'on a évoqués, il n'y a pas d'assurance chômage. On ne va pas générer de nouveaux droits, en tout cas
à titre obligatoire auprès de France Travail. On peut par contre s'assurer à titre privé auprès d'organismes privés qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc le droit, on va dire, existe, hein, c'est pas que vous n'avez pas le droit, mais vous ne pouvez le faire que à titre facultatif et privé, hors du cadre obligatoire. Je regarde s'il y a des questions sur la protection sociale. Et, oui. Alors. Alors, on me dit, la première année, a-t-on intérêt à avoir une activité salariée en parallèle? Alors, oui et non. D'abord, intérêt, faut-il encore pouvoir le faire? Si on peut le faire, bah, c'est entre guillemets idéal parce qu'on est sûr d'avoir un revenu. Mais pendant cette activité salariée, vous ne pourrez pas vous consacrer évidemment au lancement de votre entreprise. Donc là, c'est un petit peu du cas par cas. Il y a une autre question intéressante, c'est peut-on payer des cotisations minimum même sans chiffre d'affaires? Eh bien non. Je reviens à mes 3 catégories. L'auto-entrepreneur aura des cotisations sur son chiffre d'affaires. Il n'a pas le choix. Donc s'il n'a pas de chiffre d'affaires, eh ben, il n'aura pas de cotisation. Il ne peut pas en payer volontairement. Idem pour un président de SAS ou de SASU, s'il n'a pas de salaire, il n'y a pas de cotisation. S'il veut cotiser, il faut qu'il se verse un salaire. Il n'y a que le cas de TNS avec cette base minimale qui permet de cotiser même si on n'a pas de revenus. Alors H, là je vais pas prendre cette question. Je regarde une question sur la MSA. Alors, pour la formation professionnelle, effectivement, vous avez des droits CPF. Si ces droits sont existants, vous pouvez continuer à les utiliser, mais vous ne générez plus de nouveaux droits CPF. Comme je l'ai dit, c'est auprès d'autres organismes qui vont vous ouvrir des nouveaux droits. Et peut-on être salarié et indépendant? Alors oui, c'est la polyactivité, bien évidemment. On peut exercer une activité salariée auprès d'un employeur et créer sa propre entreprise, hein, quel que soit le statut juridique, sous réserve qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale avec votre employeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit la même activité. Votre employeur pourrait se retourner contre vous en considérant que vous prenez du chiffre d'affaires dans l'entreprise. Mais s'il n'y a pas de concurrence déloyale, ou alors qu'il y a un accord avec votre employeur, et si les activités n'ont pas de rapport, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et je vois pas mal de questions. C'est quel minimum, pardon, Alban, c'est quel minimum de chiffre d'affaires pour avoir droit à la retraite? Alors, ça va dépendre des régimes, parce que pour avoir alors droit à la retraite, on y aura droit, mais pour valider, j'imagine que la question c'est pour valider une année pleine, c'est-à-dire 4 trimestres, parce que c'est comme ça l'idée. Donc, pour valider 4 trimestres, le principe à la caisse de retraite, c'est calculé sur un revenu qui est un salaire au départ, sur un salaire brut. Il faut avoir au moins un revenu d'environ 8 000 € par an, en revenu net, excusez-moi, en revenu net. Donc si on est en EURL ou en SRL, par exemple, en rémunération de gérance ou en bénéfice net, si c'est sur du net, il faudra avoir au moins ces 8 000. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'en auto-entrepreneur, le calcul va se faire par rapport au chiffre d'affaires moins l'abattement. Donc, il y a des tableaux qui vous permettent de connaître le chiffre d'affaires, ce sont des seuils à atteindre en auto-entrepreneur selon la nature de l'activité, si on est en vente, en prestation BIC ou BNC, pour valider 1, 2, 3 ou 4 trimestres. Donc ça, je vous enverrai ce tableau, en l'occurrence pour les BNC, pour atteindre 4 trimestres de retraite, voilà, par rapport à son chiffre d'affaires annuel. Alors, sachant aussi que si on est en auto-entrepreneur, peu importe le moment dans lequel on va déclarer ce chiffre d'affaires, c'est le cumul annuel qui compte. Il ne faut pas déclarer un peu chaque trimestre. On peut faire 0 pendant une année et, par exemple, faire pour les prestations de services, par exemple, à 11 000 ou 12 000, vous allez valider en BNC 4 trimestres. Et bien, si vous faites 12 000 € les 2 derniers mois, le cumul annuel suffira pour valider vos 4 trimestres. Et est-ce que ça impacte si on est, c'est par rapport à une question, si on est pacsé ou marié et que le conjoint ou la conjointe, du coup, gagne plus que nous, est-ce que, justement, par rapport à la cotisation sur notre entreprise… Ça ne joue rien sur les cotisations, ça ne peut jouer que sur l'impôt.
Oui. parce que le foyer fiscal Mmh. va changer. Mais sur Exactement. les cotisations sont personnelles. Donc, ce ne sont que les revenus Mmh. perçus par le dirigeant, les cotisations versées. Et j'élargis même la question, si on est en polyactif, puisqu'il y a eu plusieurs questions, si on est salarié, c'est la question précédente, si on est salarié et indépendant, les cotisations qu'on va payer, c'est uniquement sur le revenu de l'entreprise qu'on a créée. Puisqu'en tant que salarié, des cotisations sont versées, mais par l'employeur. Alors attention, là, les droits, je voulais dire aussi juste avant, les droits, par contre, vont se cumuler. En polyactivité, les droits retraite ou IJ en cas d'arrêt maladie, mais surtout les droits retraite vont se cumuler sur la somme des deux revenus. OK. Alors, il Ah nous bon. reste 10 minutes, donc j'enchaîne quand même sur les services et l'accompagnement. On a développé l'année dernière une offre gratuite, personnalisée, qui s'appelle Mes premiers mois avec l'URSSAF. Ça va vous permettre, si vous vous inscrivez, alors c'est gratuit, hein, sur le lien ursaf.fr/mes premiers mois tout attaché, selon votre situation. Alors là, c'est que pour les indépendants, 9 mois si vous êtes auto-entrepreneur, 15 mois si vous êtes travailleur indépendant. Vous allez pouvoir bénéficier donc de cet accompagnement. Ça va être une newsletter, une lettre d'information mensuelle, personnalisée, hein, qui va vous rappeler avec des notifs les étapes et les éventuels pour éviter les difficultés pendant ces premiers mois. Donc vous rappelez vraiment les étapes essentielles. Des webinaires thématiques, là encore une fois, selon votre statut, hein, si vous êtes auto-entrepreneur ou au régime réel. Et puis, une offre de rendez-vous avec un conseiller dédié pendant ces périodes, ce que vous n'aurez pas après par la suite, parce qu'après, on va dire qu'en rythme de croisière, vous n'aurez plus de conseiller dédié. Au niveau des ressources, on va dire, et des sources d'information, vraiment, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube URSSAF officielle parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Alors, des conférences de ce type qui durent moins longtemps, hein, qui vont durer 45 minutes, mais des conférences donc, thématiques sur les auto-entrepreneurs, sur les travailleurs indépendants au régime réel, sur les activités libérales, etc. Donc, ces conférences, vous pouvez les visionner quand vous le souhaitez. Et puis, beaucoup de vidéos courtes avec des formats courts sur des questions clés que vous nous posez très régulièrement et aussi des modes opératoires. Comment je dois déclarer, comment, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne parce que vous êtes au moins sûr d'être sur une information réglementaire. Au niveau des services en ligne, alors on va avoir plusieurs plateformes. Pour les auto-entrepreneurs, c'est sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application mobile auto-entrepreneur URSSAF, où vous allez avoir les mêmes fonctionnalités. Vous allez pouvoir déclarer et payer vos cotisations, télécharger vos justificatifs de déclaration, ainsi que vous aurez, attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème, voilà. Vous aurez la messagerie, dédiée pour contacter votre URSSAF et les attestations qui seront aussi disponibles. Si vous êtes au régime réel, donc en TNS, vous aurez, alors pas sur la même plateforme, mais sur le site ursaf.fr, qui vient d'ailleurs d'être totalement mis à jour. Vous devrez aussi créer votre espace en ligne, et là, vous aurez des fonctionnalités avec l'historique des cotisations, en temps réel les échéances, les attestations, bien évidemment, donc ça c'est à peu près les mêmes fonctionnalités, mais vous aurez aussi l'estimation de revenus, parce que si vous êtes au régime réel, vous pourrez estimer vos revenus en temps réel pour pouvoir moduler vos cotisations. Vous pourrez aussi effectuer des demandes de délai de paiement s'il y a des difficultés, évidemment. Contacter votre URSSAF et échanger avec votre URSSAF via la messagerie. Il faut aussi savoir qu'il y a une action sociale en faveur des travailleurs indépendants. Alors, sur le principe, ça ne s'adresse pas directement aux créateurs d'entreprise, parce que là, ça s'adresse à des travailleurs indépendants qui sont en difficulté, voire en très grande difficulté. Mais on vous le met ici juste pour que vous sachiez que ça existe et que, évidemment, on ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous êtes en grande difficulté, eh bien, il ne faudra pas hésiter à vous manifester et éventuellement à saisir donc le Conseil de la protection sociale du travail indépendant et donc de monter un dossier d'action sociale, entre autres, mais principalement pour, par exemple, sauver votre entreprise en cas de grande difficulté. Alors, les dates clés, petit rappel. Là encore, on va séparer les auto-entrepreneurs et les autres. En auto-entrepreneur, donc le jour J, je déclare mon entreprise sur le guichet unique formalité.entreprise.gouv.fr.
Lors de la création, dès la création, si je suis éligible en auto-entrepreneur, eh bien, je fais ma demande d'ACRE sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Ensuite, choix de la périodicité. Si on est en mensuel, eh bien, vous effectuerez vos déclarations toujours le mois suivant, avant le 31 du mois suivant. Mais pour les premières déclarations, vous aurez au moins une période de 90 jours. Donc, en clair, vous déclarez les 4 premiers mois, vous ne les déclarez que le 5e mois. Et si vous êtes en période trimestrielle, eh bien là, vous pourrez aussi anticiper les premières déclarations, mais ensuite, vous déclarez des périodes trimestrielles le mois qui suit le trimestre échu. Si vous êtes au régime réel, en TNS, travailleur non salarié, jour J, vous déclarez évidemment sur le guichet unique, même chose. Au bout de 90 jours seulement, eh bien, vous commencerez à payer vos cotisations, alors calculées soit sur le forfait, soit sur une estimation de revenus, mais ça ne pourra pas se passer avant au moins 90 jours. Chaque mois ou chaque trimestre, vous pouvez opter pour le prélèvement automatique. Et au mois de décembre, vous recevez le nouvel échéancier pour l'année suivante. Et très important, d'avril à juin, là, vous recevez la régularisation parce qu'on aura eu vos revenus réels qui seront transmis par le centre des impôts. Au niveau des contacts, vous avez pour les auto-entrepreneurs, donc soit via la plateforme autoentrepreneur.ursaf.fr, un numéro de téléphone, le 36 98, vous pouvez prendre des rendez-vous. Alors, au niveau des rendez-vous, si vous avez une question simple et on peut vous répondre par courriel, utilisez la messagerie. Si vous avez vraiment besoin d'un rendez-vous, 3 niveaux, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique, vous choisissez le jour et l'heure du rendez-vous, la personne vous rappelle. Alors, si vous prenez des rendez-vous, d'abord mettez vos identifiants parce que ça nous permet de regarder le compte à l'avance et en quelques lignes, mais indiquez-nous déjà la problématique, ce qui permet à l'agent qui va vous rappeler eh bien, de gagner du temps, enfin pour vous aussi, et d'avoir préparé le rendez-vous et de savoir directement de quoi on parle. On a un deuxième niveau qui sont les rendez-vous en visio. Donc, l'intérêt, c'est quand même d'avoir un visage et de parler à une personne, même si on ne s'est pas déplacé. Et on a l'intérêt en visio de pouvoir faire des partages d'écran. Donc, on va pouvoir partager un écran pour éventuellement mieux visualiser certains documents. Et troisième niveau, ça va être les rendez-vous en présentiel. Donc là, si vous avez vraiment besoin de rentrer dans un bureau et de voir une personne en physique pour éventuellement détailler un problème complexe. Donc ça existe aussi. Donc si on est au régime réel, ça va être sur la plateforme www.ursaf.fr. Attention, il y a 2 numéros de téléphone qui sont différents si on est en TNS, travailleur non salarié, 36 98. Si on est en assimilé salarié, c'est le 39 57. Et je vous rappelle juste quelques liens utiles. Donc sur les réseaux sociaux, j'ai parlé déjà de la chaîne YouTube, ça c'est vraiment important. Notre compte Instagram, on publie pas mal de vidéos en partenariat, par exemple, entre autres avec l'ADI, avec des formats courts sur des questions pratico-pratiques. On est aussi sur X et sur TikTok, et puis on vous a rappelé les grands liens utiles qui peuvent concerner un créateur d'entreprise. Voilà, j'ai fini sur ma présentation. Il nous reste encore quelques minutes, donc on peut essayer de reprendre quelques questions. Déjà, on avait c'est quoi la différence entre travailleur indépendant et auto-entrepreneur? Oui, alors j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette question, je vais la repréciser, mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, l'auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Si on va plus loin, même l'assimilé salarié est un travailleur indépendant. Travailleur indépendant, ça veut dire qu'on est son propre employeur. Mais à l'intérieur de la famille des travailleurs indépendants, on a les auto-entrepreneurs qui sont une entreprise individuelle au régime réel, au régime micro sans compta. On a les travailleurs non salariés qui sont des créateurs avec des régimes, des statuts juridiques comme l'entreprise individuelle, l'EURL ou la SARL, et qui auront une nature de revenu donc réelle qui sera du bénéfice ou de la rémunération de gérance. Et on va avoir des assimilés salariés qui seront en SAS ou en SASU avec un nature de revenu qui sera le salaire. Donc, oui, l'auto-entrepreneur, certes, fait partie des travailleurs indépendants, mais avec particularité sur le fiscal, sur le calcul des cotisations, sur les droits. Voilà pourquoi on le présente toujours à part. Tout à fait. Donc, de toute façon, pour les cas spécifiques, vaut mieux vraiment prendre rendez-vous pour un accompagnement et peut-être, cette semaine, c'est aussi l'occasion d'aller
voir les équipes aussi, même, je pense, l'ADIE et l'URSSAF organisent des ateliers en présentiel, donc c'est beaucoup mieux aussi, que le format visio. Donc n'hésitez pas aussi à aller rencontrer nos équipes. Je vous mets le lien vers, le site de nos ateliers, physiques. Donc vous n'avez qu'à rentrer votre code postal et voir s'il y a, sur les démarches administratives, les statuts juridiques et autres qui pourraient vous intéresser. Voilà. Donc, merci. Enfin, voilà, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, surtout si quand c'est très spécifique, mais on vous envoie dès que possible, dès que le lien est fait aussi avec nos autres collègues en interne, le lien du replay, le support de la présentation en PPT, ainsi que des liens, simulateurs et autres, pour que vous puissiez vraiment regarder bah, du coup les parties qui vous intéressent. Un grand merci pour votre participation. Merci beaucoup Alban et l'équipe URSSAF qui a aidé à répondre aux questions. Donc, ben, on vous dit bah, très bonne continuation dans vos projets et puis à très bientôt pour une autre web conférence. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci à toutes et à tous.